Et salut les amis, on se retrouve pour un nouveau fil d'actualité. Les amis, je suis tombée sur une vidéo très intéressante et j'ai envie de vous la partager. Elle parle des 16 vérités sur le monde. Écoute ça. En numéro 1, les êtres qui dirigent le monde ne sont pas des âmes humaines. 2, les médias nous manipulent. En numéro 3, les vérités sur les anciennes civilisations nous sont volontairement cachées. 4, les extraterrestres existent. 5, l'école nous rend stupides et dociles. 6, la plupart des nourritures sont transformées pour nous rendre malades. 7. Beaucoup de personnes que tu côtoies sont branchées à la matrice et ne sont pas des vraies âmes. 8. La musique est là pour te maintenir en basse fréquence et te manipuler tes pensées et tes émotions. 9. Beaucoup d'âmes incarnées sur Terre viennent d'une autre planète. 10. Nos pensées créent notre réalité, mais le système fait tout pour nous maintenir dans des schémas de peur et de limitation. 11. L'histoire est falsifiée afin de nous empêcher de découvrir notre véritable nature et nos origines cosmiques. 12. L'eau a une mémoire et peut être programmée par nos intentions et nos émotions. 13. Les énergies négatives et les entités invisibles se nourrissent de nos peurs et de nos souffrances. 14. Il existe des portails énergétiques qui nous permettent de voyager sur Terre, mais leur existence est tenue secrète. 15. Les religions ont été modifiées afin de contrôler les masses et éloigner les âmes de leur vraie nature. 16. Quand tu élèves ta fréquence vibratoire, la matrice perd son emprise sur toi et tu commences à percevoir la vérité derrière l'illusion. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je serais curieux de voir, vous pensez qu'il y en a combien en commentaire qui sont vrais, etc. Après, je sais qu'il y en a deux, trois, normalement, ils peuvent être vrais, comme par exemple l'eau qui peut... Comme par exemple pour l'eau. Mais ouais, je serais curieux de voir, vous pensez il y en a combien sur les 16 qui sont vrais. Est-ce qu'après toutes les affaires de pédos qu'on vient de traverser, on peut se rendre compte collectivement que la pédo est protégée dans ce monde? On peut vraiment le dire. Après l'affaire P. Diddy, l'affaire Epstein, l'affaire Stanislas, l'affaire Betaram et tout ce qui est en train de se passer encore aujourd'hui. Personne n'a été puni, ni en France ni en Amérique. Alors t'as Libération qui sort article sur article et qui nous dit que l'Institut du monde arabe a été perquisitionné, Jack Lang va être entendu, après c'est Daniel Siad, recruteur de mannequins, c'est le même délire que Jean-Luc Brunel ou Jean-Luc Benchamoul, bref, tous ces mecs-là, là. Fabrice Yadin aussi, un diplomate français, Frédéric Chasselin, chef d'orchestre, les deux derniers, ils ont pas l'air très cotés, tu vois que c'est eux qui vont enfermer. Et aux États-Unis, c'est pareil, Bill et Hillary Clinton, ils ont fait que esquiver, ils ont dit non, on veut pas venir au congrès et tout. Et là, hop, ils ont repris rendez-vous. Bill, c'est le 27 et elle, Hillary, c'est le 26. Il va être entendu, mais bien sûr, tous, ils nient. Il y a des photos, on sait que ça allait plein de fois et tout. Ils nient. Pourquoi? Parce que vous le savez, ils sont protégés. Même Hillary, elle a osé dire que c'est Trump qui enterre l'affaire. Mais meuf, le fait est que personne n'est condamné. Qui va payer pour tout le mal qu'ils ont fait à tous ces enfants? Je te pose la question. C'est vrai qu'en vrai, quand on regarde, il y a pas mal de gens qui ils punissent pas en fait par rapport à ça. Il y en a, ils devraient faire de la prison parce que c'est des choses horribles, etc. Et au final, il y a aucune peine. C'est comme P. Diddy, j'ai appris qu'il allait sortir là il y a pas, dans pas longtemps, alors que le mec, il a fait des choses horribles. Enfin, je comprends pas. Ces gens-là, on dirait qu'ils sont vraiment protégés, mais je pense qu'ils le sont parce que Ça ne te gêne pas que nos dessins animés franco-japonais que regardaient nos parents à l'époque aient été remplacés par des cartoons américains, nous laissant devant les bisounours, les schtroumpfs et les razmoquettes? Ça n'a rien d'anodin et c'est même une décision politique totalement assumée. Comment peut-on faire aussi médiocre avec autant d'argent? Car en même temps que nos parents découvraient des dessins animés complexes, qui adoptent un rythme lent, contemplatif, où les personnages évoluent et utilisent un vocabulaire varié, de l'autre côté de l'Atlantique, les Américains affrontaient la guerre du Vietnam. Et cela va avoir d'énormes conséquences sur leurs dessins animés, puis les nôtres. En 1970, la FCC, un organisme de régulation américain, devient extrêmement puissant et il voit adopter de fortes réglementations sur les contenus pour enfants. Tout doit être non traumatisant, répétitif et sans conséquences durables. C'est ce qu'on appelle la culture du safe childhood. L'enfant doit être placé dans une bulle, pas confronté à la mort, et surtout, le monde doit rester simple. Mais surtout derrière, il y a un vrai modèle économique, car leurs cartoons sont sans droit d'auteur, sans prise de risque, et permettent de vendre des produits dérivés. Et 10 ans plus tard, tout cela arrive en France. Les États-Unis produisent des récits inférieurs aux nôtres et à ceux des Japonais, mais ils vont gagner la seule bataille qui compte, celle de la diffusion. Leurs dessins animés s'adaptent parfaitement aux publicités. La rétention est meilleure, les programmes sont déjà prêts, formatés. Et ça, les chaînes privées adorent. Le Japon racontait des histoires, les États-Unis vont vendre des formats. Plus de séries longues,
Plus de continuité narrative ou de risque émotionnel. Ce sera désormais un univers simple et très facilement reprogrammable, parfait pour une télé commerciale. Les politiques français vont alors largement appuyer ça, prétextant que nos anciens dessins animés étaient trop violents. L'Amérique gagne aussi parce qu'en ce temps-là, elle arrive à imposer son imaginaire global. Cinéma, musique, mode, pub, fast-food. Les dessins animés ne sont qu'un maillon de la chaîne. Et à partir de là, les enfants français ne consomment pas juste des dessins animés, ils consomment un mode américain global. Mais les choses sont en train de s'inverser, j'en parle très prochainement, alors abonne-toi. C'est vrai que quand on regarde les dessins animés, ils ont été bien modifiés depuis avant en fait. Et c'est vrai que les dessins animés de mes parents, enfin des parents qui regardaient quand ils m'en parlent, c'était pas forcément les mêmes et c'était pas fait forcément au même endroit. Mais du coup là, ça explique un peu le pourquoi du comment en fait. C'est juste que ça rentrait mieux dans leur standard, on va dire, pour faire du commercial. Nous sommes dans 1984, pas parce que Big Brother nous regarde, mais parce que la régression du vocabulaire est en train de nous rendre débiles. Dans le roman 1984 de George Orwell, le parti ne contrôle pas les gens par la force brute, il les contrôle par des manipulations psychologiques habiles, et le langage est justement ce qui fait le plus peur au régime. Pourquoi ? Parce que c'est avec les mots que nous pensons. Moins de mots, c'est moins d'idées, moins de nuances, c'est moins de pensée critique. Et aujourd'hui, on vit exactement ça. On remplace des mots précis par « c'est abusé »,« c'est toxique », c'est grave. Un seul mot pour décrire 100 réalités différentes. Résultat, on ressent des choses, mais on ne sait plus les exprimer correctement. Et quand tu ne peux pas formuler correctement une pensée, tu ne peux pas la défendre, ni la nuancer, ni même la contester. Ce n'est pas un complot, c'est juste une paresse intellectuelle devenue la norme, largement amplifiée par la télé puis les réseaux. Des études dont je vous mets les liens ont d'ailleurs montré qu'à chaque génération, nous sommes en train de perdre entre 12 et 16% de notre vocabulaire. Orwell l'avait compris. Dans la première partie du chapitre 5 de 1984, il présente un personnage pour le moins dégoûtant. Sim. Son travail, c'est de détruire les mots. Et il le fait avec passion, parce que pour lui, chaque verbe, chaque adjectif supprimé sont de véritables victoires. Il s'agit de déchets qui permettent aux gens de réfléchir et donc de se rebeller. Il ne reste plus qu'un dialecte complètement appauvri qu'on appelle la novlangue. George Orwell nous prévient, ce n'est pas seulement la surveillance qui tue la liberté ou l'obéissance, mais la pauvreté du langage, la régression intellectuelle et la bêtise glorifiée. C'est vrai que quand on regarde, c'est assez logique quand même, parce que c'est vrai que si tu connais pas les mots pour décrire par exemple ton émotion, tu ne peux pas la décrire. Si tu n'as pas les mots pour expliquer les choses, tu peux pas l'expliquer. Et c'est vrai que ça peut être une forme de paresse et plusieurs choses en soi. Mais c'est pour ça que c'est important d'agrandir nos... Et c'est vrai que c'est bien d'agrandir les champs de mots pour pouvoir mieux s'exprimer. C'est pas une mauvaise chose en soi. Les élites pètes sataniques vont devoir rendre des comptes. Vous vous souvenez de Ryan Garcia, ce boxeur qui en 2024 commence à dénoncer l'industrie hollywoodienne. Dans un appel téléphonique, disponible encore aujourd'hui sur YouTube, il dit mot pour mot à un ami: mec, je te le dis, ils m'ont attaché à un arbre dans les bois et ils m'ont forcé à regarder des V d'enfants. Je le dis, le Bohemian Groove existe. Son ami extrêmement nerveux minimise tout ce que Ryan lui dit au téléphone. En mode, tu te fais des films, laisse tomber. Pendant plusieurs jours, Ryan Garcia enchaîne les dénonciations publiquement. Ils vont continuer à faire ça aux enfants. Vous savez, Jeffrey Epstein n'est pas la seule île. C'est ce que je vais dire. Ils se font du chantage pour pouvoir avoir un syndicat où ils ne se balanceront pas les uns les autres. Ils font des choses horribles ensemble pour ne pas se balancer les uns les autres. Et ils sont riches, donc ils se tiennent mutuellement. Cinéma, musique, sport, politique, tout y passe. Et puis, plus rien. Ryan Garcia disparaît pendant une semaine et quand il revient comme ça. Il a complètement arrêté de parler de tout ça. Il ne veut plus entendre parler de ça. Il se concentre sur la boxe, sur sa carrière, etc. Il s'est fait laver le cerveau, c'est évident. Ensuite, on a Kanye West qui, bien avant ça, en parlait. Il dénonçait l'industrie de la musique. Il disait qu'elle était corrompue, qu'il a vendu son âme au diable, qu'il le contrôle. Il a dit également que sa mère a été sacrifiée. À l'époque, tout le monde disait qu'il était fou. Résultat, il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Bien évidemment, ce que vous appelez complotistes ont compris bien avant la masse que Kanye West disait toujours des choses très proches de la réalité. D'ailleurs, après tous ces épisodes, il est revenu mais complètement changé et il a arrêté de faire des divulgations. En 2009, ce mannequin mexicain, Gabriela Rico Jiménez, âgé de 21 ans, lorsqu'on l'a aperçue à la sortie d'un hôtel de luxe au Mexique, où elle tenait des propos, on va dire, assez troublants. La vidéo est assez longue, mais en gros, ce qu'elle dit, que ce qu'on lui a servi à manger était de la viande humaine. La vidéo choque tout le monde, ça la prend pour une folle, ça la prend pour une déséquilibrée mentale, et c'est passé sur une chaîne d'infos au Mexique. Quelques jours plus tard, Gabriela est placée en hôpital psychiatrique, et depuis ça, donc depuis 2009, plus rien. Aucune interview, aucun suivi, ni même aucune trace de carrière. Comme si elle n'avait jamais été mannequin. Je me souviens exactement du moment où est sortie cette vidéo en 2009, j'avais 17 ans, et vu que je suis d'Amérique latine,
latine, c'est-à-dire que je m'informe aussi sur l'Amérique latine. Je me rappelle avoir été ultra choquée. Je me souviens m'être dit intérieurement, pour l'instant, le monde ne comprend pas, mais un jour, il comprendra en espérant au plus profond de moi que cette histoire éclate au grand jour. Et aujourd'hui, c'est le cas. On ne parle plus de théorie du complot, on parle d'histoire qu'on ne peut plus ignorer. J'expose ces faits-là depuis longtemps, avant même que TikTok soit TikTok. M'a toujours pris pour une folle du bus. Mais en 2023, écoutez ce que je dis dans cette vidéo qui en témoigne. Les élites, genre les gens qui ont beaucoup d'argent, etc. Franchement, vous savez pas, en fait, vous êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts de là ce qui arrive. J'ai pas envie de genre alerter les gens, je sais pas quoi et tout. Mais sincèrement, il y a des gens qui se préoccupent encore de quelle paire de chaussures ils vont mettre. Qu'est-ce qu'on s'en tape? Genre là, il y a des trucs de fous qui vont se passer, des trucs, des malades mentales. Genre limite, j'ai pas envie. Beaucoup d'entre vous m'envoient des messages en mode mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que tu peux faire dès aujourd'hui, c'est partager les vidéos et les informations qui donnent à réfléchir. Commentez avec vos questions, vos réactions. Archivez ce que vous pouvez pour que ça ne disparaisse pas. Utilise le hashtag sans consentement. Éveillez votre entourage. Parlez-en en échangeant et en vous informant. Plus on parle, plus la lumière arrive sur ce que certains voudraient cacher. Plus on agit, moins ces abus de pouvoir restent impunis. Chacun de nous peut être un relais. Chaque partage compte, chaque commentaire compte. Abonne-toi pour plus de vidéos de ce style. En vrai, quand tu regardes, c'est assez malin, parce que dès qu'ils parlent trop, ils les font taire en les emmenant dans l'hôpital psychiatrique, et quand on regarde là-bas, on nous donne des médocs, on nous donne plein de choses, puis il y en a qui sont plus sympas que d'autres, donc ça se trouve, ils sont limite torturés là-bas, et au final, c'est pour ça qu'ils arrêtent, parce que comme, ils leur lavent le cerveau, en vrai. Ils leur lavent littéralement le cerveau. Au resto, il n'y a plus d'iced tea. Ça a déjà dû t'arriver. T'es au resto, t'as envie de te boire un petit iced tea et le serveur essaie systématiquement de te refiler son petit cousin, le fusti. Alors que toi, t'as envie de boire un iced tea, pas un fusti. Et même si je dis jamais non quand à la place du fusti, on me propose un petit thé glacé maison, un jour, j'ai sauté le pas. Et j'ai demandé à la serveuse, pourquoi il y a plus d'iced tea? Ce à quoi elle m'a répondu, ah je suis désolée, je sais pas du tout, mais je vais me renseigner. Je me suis dit qu'elle s'était probablement dit, bon, elle est en avec ces questions, elle. J'en sais rien moi, pourquoi il y a plus d'iced tea? Et elle est revenue avec l'info. Donc si tu veux raconter l'anecdote à tes potes, s'il y a plus d'iced tea dans les restos, c'est sans grande surprise une histoire de business. En gros, le Lipton Ice Tea, c'est une marque de thé glacé qui appartient au groupe Pepsi. Sauf que depuis plusieurs années, beaucoup de restos travaillent en exclusivité avec Coca. Et ces deux-là, ils sont pas hyper potes. Et le Fusti, qu'on te propose à la place du Lipton Ice Tea que tu voulais à la base, devine à quel groupe il appartient? Coca. Donc quand un resto signe un contrat avec Coca, il leur dit en même temps, non mais vous inquiétez pas, dès qu'un client va nous demander un Lipton Ice Tea, on va leur dire qu'on n'a pas, et on va leur proposer en équivalent une autre boisson du groupe. Et si tu veux un Lipton Ice Tea, l'équivalent le plus proche chez eux, c'est le Fusti. Mais bref, si le resto dans lequel t'es a signé un contrat avec Coca, on va te proposer un Fusti. Par contre, si le resto a signé avec Pepsi, là, tu vas pouvoir avoir ton Lipton Ice Tea, parce que c'est le même groupe. Donc si un jour ça parle de Fusti ou d'Ice Tea dans une conversation, t'auras une petite anecdote à raconter. En fait, c'est une histoire de contrat. Je savais pas que Ice-T c'était à Pepsi et Fusti à Coca. En fait, moi je croyais que c'était vraiment des groupes à part en fait, mais pas du tout. Vladimir Poutine a tout à y gagner. Tout d'abord parce que cette guerre, elle risque d'affaiblir le principal adversaire de la Russie aujourd'hui sur la scène internationale. C'est bien sûr l'Ukraine. C'est ce qui inquiète le président ukrainien Volodymyr Zelensky parce que Kiev dépend des armes que ses alliés lui envoient et bien évidemment un conflit prolongé au Moyen-Orient risque d'affecter la quantité de munitions disponibles pour les Ukrainiens. Puis il y a la question du pétrole, Annalisa. Bien sûr, question essentielle puisque de manière plutôt naturelle, en fait, le pétrole russe redevient une option pour beaucoup de pays. Parmi eux, il y a l'Inde. L'Inde qui est le 3e importateur de pétrole au niveau mondial et qui importait surtout du pétrole russe, à tel point que l'Inde était devenue vraiment un soutien crucial pour Moscou jusqu'à l'intervention de Donald Trump. Donald Trump qui avait menacé les Indiens de leur imposer des droits de douane punitifs. Donc les Indiens s'étaient tournés vers le pétrole du Moyen-Orient pour combler ce manque. Sauf que là, avec le détroit d'Ormuz bloqué, eh bien le gouvernement indien doit trouver une solution. Il n'a plus de pétrole, beaucoup moins de pétrole de la part de la Russie et plus de pétrole du Moyen-Orient. Donc pourquoi pas se tourner à nouveau vers la Russie. Bien sûr, le potentiel perdant dans toute cette histoire, c'est Xi Jinping, le président chinois, et c'est toujours une histoire de pétrole parce que depuis des années, la Chine contourne les sanctions américaines sur le Venezuela et sur l'Iran avec ces pétroliers fantômes. Sauf que ces approvisionnements-là sont désormais fragilisés et le Venezuela et l'Iran désormais auront du mal à fournir du pétrole à la Chine. Donc Pékin pourrait bien se retrouver obligé de se tourner vers son voisin russe pour combler ce manque. Là aussi, vous voyez, tout ça arrange Vladimir Poutine.
Et oui, Vladimir Poutine va être le grand gagnant de cette guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël, tout simplement parce que BFM TV ne va jamais plus loin dans sa propagande, mais aujourd'hui il y a des sanctions européennes qui ont été émises contre la Russie depuis l'invasion en Ukraine en 2022. Mais le problème aujourd'hui pour l'Europe, c'est que vu que le pétrole va être bloqué au niveau du détroit d'Ormuz au Moyen-Orient, ils vont bien être obligés de trouver du pétrole quelque part. Et le pétrole le plus proche, ça va être le pétrole russe. Ils vont être obligés de lever les sanctions avec la Russie pour pouvoir renégocier avec eux pour que la Russie envoie du pétrole en Europe. Les gars, c'est une réalité. Vladimir Poutine est en train de signer une masterclass. Vladimir Poutine avait déjà signé une masterclass en ouvrant des échanges commerciaux avec des pays avec lesquels il ne traitait pas avant, au moment où il a reçu les sanctions internationales de la part des Américains et des Européens. Mais là, il est en train de gagner sur tous les fronts. Il est en train de gagner dans sa guerre face à l'Ukraine. Il est en train de gagner sur toutes les sanctions qui lui ont été données. Je tiens quand même à rappeler pour beaucoup que le PIB russe est en nette augmentation maintenant depuis plusieurs années, même si cette année, il est un petit peu stagnant parce qu'il est complètement dépendant de ses hydrocarbures. Mais là, vu qu'en gros, les hydrocarbures russes vont être aujourd'hui ils vont être sollicités clairement par tous les pays qui vont galérer, Vladimir Poutine va encore une fois gagner cette guerre. Vladimir Poutine est aujourd'hui le meilleur dirigeant de la planète, que ça vous plaise ou non. C'est le seul qui connaît stratégiquement exactement tous les points les plus importants et qui à chaque fois arrive à s'en sortir, mais comme personne n'arriverait à le faire. Et petit point sur la Chine, il faut savoir que l'Iran ce matin a annoncé que tous les pétroliers en direction de la Chine pourraient passer et ce seront les seuls, les autres seront détruits. Donc même si la Chine va galérer parce qu'il y a eu l'arrestation de Maduro, il y a eu Bachar al-Assad qui est tombé, etc. Donc c'est des alliés assez importants de la Chine. L'Iran reste quand même un partenaire important et va laisser passer les pétroliers en direction de la Chine. Donc affaire à suivre. En tout cas, Vladimir Poutine vient de signer une masterclass. En fait, j'avais vu aussi que l'Iran laissait passer les bateaux au détroit pour la Chine parce qu'il leur avait passé des missiles et du coup, ça leur permet de pouvoir quand même avoir du pétrole. Et c'est vrai qu'il avait pas tort sur le fait que Poutine a été très stratégique depuis le début parce que quand même, ils ont eu des sanctions, etc. Et ils ont quand même réussi à s'en sortir avec ça. Et au final, là, c'est lui qui va récolter tout l'argent. Donc en fait, tout ce qu'ils ont fait, l'Europe avec la Russie, c'est les rendre plus forts. C'est tout. Je voulais vous présenter aujourd'hui la radio d'urgence ou radio tempête. Regarde ça. En cas de tempête, en cas d'intempérie, vous n'avez plus d'électricité à la maison, vous avez besoin de savoir ce qui se passe sur vos infos locales. Regardez, elle est super, elle est très costaud, elle est très stylée. Imaginons que tu n'as plus d'électricité, elle fait lumière également. La fonction principale, c'est la radio. Ah, vous avez vu la fin ou pas? Génial. Non, vous voyez, je toujours. suis en extérieur, elle fonctionne très bien. Et pourquoi on appelle ça radio secours, radio tempête? Parce qu'elle est solaire, donc vous pouvez la recharger via le soleil. Vous pouvez la recharger aussi via le type C qui est fourni avec. Elle peut, elle aussi, recharger votre téléphone au cas où vous n'auriez plus de courant et qu'elle possède encore de la batterie. Et dans le pire des cas, s'il n'y a pas de soleil, que vous n'avez plus d'électricité, vous pourrez quand même toujours la charger via sa manivelle. C'est pour ça qu'on appelle ça une radio secours ou radio tempête, parce qu'elle est très utile en cas de coupure d'électricité sur plusieurs jours. Ce qui peut arriver, ça arrive fréquemment, ça arrivera de plus en plus fréquemment avec les changements climatiques. Clique sur le petit panier orange en bas à gauche, laisse-toi guider, dans 4-5 jours elle arrive à la maison. C'est le top, tu as plusieurs coloris disponibles. Ça, j'ai trouvé ça pratique par rapport au contexte de la guerre, de problèmes d'électricité qu'il pourra avoir dans pas si longtemps, etc. Parce que c'est bien quand même d'avoir une façon de pouvoir communiquer et en moins d'entendre les nouvelles pendant le temps qu'il faudra, en fait, parce que autrement, c'est un peu la galère. Pourquoi on enlève le cuivre de partout? Tout simplement parce qu'on a découvert que le cuivre était un oligodynamique, c'est-à-dire que ça tue les virus, les bactéries, les champignons par simple contact en perforant leur membrane protectrice. Dans une étude, ils ont découvert que le cuivre éliminait 99,9% des superbactéries hospitalières, comme par exemple le staphylocoque doré. Et tout ça en moins de 2 heures. Aucun autre métal ne fait ça. Avant, les poignées de porte, les rampes, etc., tout ça était en cuivre. Aujourd'hui, on les a remplacés avec d'autres métaux, voire même du plastique. Tout ça pour une seule raison, soi-disant, le coût et l'entretien. L'inox brille, oui, mais c'est un nid à microbes, tout comme le plastique. Et en privilégiant le profit sur l'hygiène naturelle, on crée l'ère des maladies nosocomiales. Alors, tu me parles des tasses en cuivre. Certes, c'est très bon, mais il faut faire attention parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la vaisselle en cuivre vendue n'est pas souvent
du cuivre pur. Ils vont souvent doubler les tasses en cuivre, par exemple, de nickel, voire même de lac, pour ralentir ou éviter l'oxydation. Résultat, au final, tu bois quand même du plastique. Maintenant, si tu achètes de la vaisselle en cuivre et que l'intérieur est oxydé, c'est-à-dire le verre de gris, le cuivre devient toxique. Et surtout, ne mets jamais de citron ou de boisson acide dedans. Parce que ça va créer une réaction chimique qui va attaquer ton foie. Et on veut pas ça. Troisième chose, on peut trouver du cuivre pur, mais le problème, c'est qu'ils savent très bien, ils connaissent très bien, justement, les valeurs du cuivre. Du coup, ça coûte super cher, extrêmement cher. Donc si tu veux de la bonne qualité du cuivre pur, il faudra investir de l'argent. Aussi surveiller la provenance. Et dernière chose, si tu achètes de la vaisselle en cuivre, par exemple des verres, et que tu veux boire de l'eau qui est pure, alors l'astuce, c'est que tu laisses ton eau reposer dans cette coupe en cuir toute la nuit, mais vérifie bien la source. On parle pas d'eau du robinet. Mais bon, sur ce, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.